Cet épisode est une présentation du tournoi Bâtissons l'espoir de la Fondation Douglas. C'est quoi le tournoi Bâtissons l'espoir? C'est un événement qui est fait pour ramasser des fonds pour la recherche en santé mentale. En fait, ils m'ont invité, moi, pas toi, moi, mais tu vas comprendre pourquoi, à venir jouer à un tournoi de NHL de hockey. Moi, j'étais pas là. T'étais pas là. J'étais pas là. T'étais pas là pour le tournoi NHL. Et ça va être en fait plein d'humoristes. Et sur scène, en fait, on va faire un tournoi de jeux vidéo. On va se crier après. On va faire des. C'est ça qu'on fait quand on joue. Évidemment. On va faire des stand-up entre. Ça va être une super belle soirée. C'est au Théâtre Paradoxe le 17 novembre. Et vous pouvez venir y assister. Il y a des informations sur le fondationdouglas.qc.ca. Et on a décidé de faire un épisode de Selon l'étude sur le trouble alimentaire. Ah, épisode trop intéressant. Je capote. C'est vraiment le fun. Notre invité vient de quitter, Chérie Fréwald. Et on est très excités par ça. Fait que, bonne écoute, tout le monde. Bonne écoute. Donc, bienvenue à Selon l'étude. Aujourd'hui, on parle de troubles alimentaires. On est avec la psychothérapeute Chérie Fréwald. Est-ce que je l'ai bien dit? Très bien. Yes! Bravo. Parfait. Ça me stressait beaucoup. C'est l'affaire qui me stressait le plus par rapport à l'épisode. Et je suis accompagné évidemment de Dr. Catherine Raymond. Évidemment. Évidemment, pas le choix. Évidemment, pas le choix. Ça vient avec Selon une étude. Et on est très, très, très content de te recevoir. On se tutoie parce qu'on a défini qu'on pouvait se tutoyer avant l'épisode, parce que sinon je te vouvoierais comme jamais. Comme Mais on est très content de... Ça fait longtemps qu'on veut parler de troubles alimentaires au podcast, mais on cherchait quelqu'un qui est une experte là-dedans pour pas dire n'importe quoi. Honnêtement, là, c'est un des sujets qu'on s'est le plus fait demander à Selon une étude, c'est-à-dire tout ce qui est troubles de comportement alimentaire, comment on fait pour le détecter, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, on est extrêmement content d'être avec toi aujourd'hui pour en parler. Mm-hmm. Et j'aimerais ça, avant qu'on commence, que tu nous parles un peu de ton parcours, parce que là, tu es psychothérapeute à l'Institut Douglas. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a mené là? Tu as étudié tes études et tout ça? Oui, donc j'ai fait le bac et la maîtrise en psychologie OK. à McGill. Et puis, en fait, en 2009, j'ai été embauchée au Continuum des troubles alimentaires. C'était mon premier emploi. Okay. Et je suis encore là. C'est le fun, pour Quand voir. même. Oui. Le continuum des troubles alimentaires, ça, Oui, c'est... donc nous, on traite les personnes ayant un trouble alimentaire de 12 ans et plus. OK. Fait que c'est comme un département, finalement, Ben, ou une clinique. c'est une unité, c'est une clinique qui va faire programme de jour aussi. Donc, c'est une clinique externe où on va voir les personnes en thérapie individuelle et la thérapie de groupe. Mais on fait aussi un programme de jour. Donc, ça, c'est 4 jours semaine. Puis là, on accompagne nos patients lors des repas le midi et le soir. OK. Donc, moi, je travaille dans ces trois rôle-là de thérapie individuelle, groupe et programme de jour. Puis ça, c'est à l'Institut Douglas. À l'Institut Douglas, okay. Parce que je sais que c'est aussi un centre de recherche, l'Institut Douglas. Oui. Donc, oui. Est-ce qu'il y a aussi des recherches qui sont associées à ça ou c'est purement de l'intervention? Oui, donc moi, personnellement, je fais pas de la recherche, mais au sein de notre équipe, on a plusieurs psychologues qui vont faire de la recherche sur l'épigénétique. Okay. Ça, c'est un de nos grands intérêts. Donc, comment l'environnement va affecter les gènes, la façon que les gènes vont se développer chez la personne pour, par exemple, les facteurs de risque pour développer un trouble alimentaire. OK. Donc, ça, c'est une des choses qu'on revoit. Mais aussi, on fait de la recherche et récemment contribué à un article qui va regarder notre programme d'échange de connaissances. Donc, moi, je suis aussi la coordonnatrice. Je sais qu'un grand mot, échange de connaissances, ça fait sérieux. Oui, c'est sérieux. En fait, c'est nos efforts de former des intervenants à travers la province à traiter les troubles alimentaires. Okay. Parce que nous sommes la clinique, en fait, qui a un mandat supra-régional. Ça veut dire qu'on traite des personnes de partout à travers la province. OK. Mais évidemment, nous, notre petite équipe ne peut pas répondre à tous les grands besoins pour traiter les troubles alimentaires. Et donc, on va vraiment aller dans les CLSC, les hôpitaux, pour former les intervenants psychologues, TS, psychoéducateurs dans le traitement des troubles alimentaires. Okay. Donc, dans leur évaluation aussi, j'imagine, comment les reconnaître. Oui, dépister, exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui est relativement, je mets des guillemets, mais nouveau, le trouble alimentaire dans l'intervention un peu partout au Québec?
Est-ce que c'est quelque chose, ça fait longtemps qu'on est au courant que ça existe? Puis... Bien, ça fait quand même au-delà de 30 ans que notre clinique existe. Et puis, dès qu'on a ouvert nos portes, la demande était grande. On avait déjà une très longue liste d'attente. Okay. Donc, c'est plus que nous, on est un centre d'expertise. Mais l'idée, c'est vraiment de partager ces connaissances-là avec le reste de la province. OK. Fait que c'est de former un peu partout pour justement alléger un petit peu que tout le monde ait ces connaissances-là puis puisse intervenir partout. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est un des troubles de santé mentale qui est le moins bien connu par les intervenants. Okay. Ils ont plus de difficultés à les dépister, évaluer et traiter. Et surtout, il manque de confiance en eux. Ça peut être un trouble de santé mentale qui fait peur. Okay. En fait, parce qu'on va souvent voir des personnes qui vont se présenter avec des problèmes physiques aussi. Qui découlent. Qui découlent du trouble alimentaire. Ils vont être en sous-poids. Ils vont peut-être avoir sur leur prise de sang, on va voir qu'ils font de l'hypocalémie. Donc, ça, c'est pas assez de potassium, des électrolytes. Donc, est-ce que c'est ça, une comorbidité? Mais ça, c'est une comorbidité médicale. Okay. On a aussi des comorbidités psychiatriques. Okay. Donc, quand on a un trouble alimentaire, souvent, ça vient avec d'autres troubles de santé mentale. Par exemple, troubles de personnalité limite, dépression, anxiété. Oui, exactement. Puis, avant qu'on parte dans les comorbidités, parce que là, j'ai envie de te poser 1000 questions par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est un trouble alimentaire? Oui. Donc, c'est un trouble de santé mentale où on va voir vraiment des perturbations sévères qui vont toucher au comportement alimentaire, mais aussi aux idées obsessionnelles. Mm-hmm. Donc, on peut voir ça un peu à travers plusieurs comportements. Par exemple, la restriction. Et quand je dis restriction, c'est tout ce qui est de limiter ce qui est ingéré, que ce soit comme ce qu'on mange, la quantité qu'on mange. Donc, ça peut être manger 3 carottes pour le dîner. Ça serait un exemple de restriction. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les orgies alimentaires. D'autres façons d'appeler ça, c'est des binges en anglais ou des accès hyperphagiques. Ça, c'est quand on perd contrôle sur la nourriture. Donc, c'est manger beaucoup dans une période de temps limitée. Donc, ça peut être, par exemple, 2 litres de crème glacée puis une pizza extra large en 1h30. J'imagine que c'est très associé à la régulation des émotions, les périodes d'hyperphagie comme ça. C'est-à-dire, la personne vit une situation, par exemple, dans sa vie qui amène une émotion désagréable ou qui est difficile à gérer, puis ensuite de ça, va se lancer dans ce type de comportement-là, ou c'est vraiment pas du tout associé avec le stress environnemental? Bien, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent déclencher une orgie alimentaire chez quelqu'un qui a tendance à ces comportements-là. Donc, oui, ça peut être une façon de faire la régulation émotionnelle. Donc, je vis une émotion forte, je ne sais pas quoi faire avec, je tourne vers la nourriture. Mais pour qu'on tourne vers la nourriture pour se réconforter, d'habitude, il faut aussi faire de la restriction. Okay. Dans le sens où... Il y a une carence. Ouais, donc, il y a une après carence. ça, on veut encore plus combler. Oui, c'est bien dit parce qu'on peut comparer ça à quelqu'un qui retient son souffle. Tu sais, manger, c'est un de nos besoins comme respirer. Quelqu'un retient son souffle. À un moment donné, on prend une grande bouffée d'air parce qu'on est en manque. Mais c'est la même chose avec la nourriture. Tu sais, si on s'en prive, on s'en prive. Et ensuite, ça peut être juste quelque chose de petit, comme on mange un peu plus que ce qu'on voulait. Puis là, on a brisé nos règles alimentaires. Et là, c'est comme le tant qu'à y être. Ouais. Okay. Et là, on tombe dans une orgie alimentaire. Mais ça peut être aussi lié à des grandes émotions fortes. Ouais. Donc, on parle de restrictions, on parle d'hyperphagie. Est-ce qu'il y a d'autres critères comme ça qui entrent dans les troubles alimentaires? Oui. Donc, ce qu'on va voir aussi, c'est des comportements compensatoires. Donc, ça, c'est des choses qu'on va faire pour justement compenser pour soit avoir mangé, soit avoir fait une orgie alimentaire. Donc, ça peut être des vomissements. Ça peut être prise de laxatifs. Ça peut être des coupes-faim. L'exercice physique aussi, et l'exercice physique, oui. Ça peut être... Les personnes, des fois, les intervenants, par exemple, passent à côté de ça parce qu'ils vont dire « Ah, mais c'est cool, bon, bravo! Tu cours à 1 heure à tous les jours. » Mais quand ça devient rigide, quand ça devient forcé, même si on est blessé, malade, on va le faire pareil, c'est là que ça commence à être problématique. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la bigorexie?
Ah, bigorexie, c'est différent, non? Ça, c'est En comme fait, c'est pas un vrai diagnostic, OK. la bigorexie. Tu sais, c'est un peu faire référence à... je pense que vous faites plus référence à comme l'anorexie pour les hommes qui veulent être plus gros. Est-ce que c'est ça? Ben, Ben, le un peu besoin de- l'obsession. Moi, je le voyais comme l'obsession d'être en forme, d'être en santé, d'optimiser sa Non, ça, santé au c'est maximum. l'orthorexie. L'orthorexie. Ben, puis même à ça, c'est pas dans le DSM, là, mais Non, orthorexie, c'est ça. c'est comme cette obsession-là à bien manger, tu sais, avoir des bons comportements de santé, mais à l'extrême, tu sais, ce qui fait en sorte que ça prend une place démesurée dans la vie de la personne. OK, ça, c'est l'orthorexie. Ouais, c'est ça. Ok. Bigorexie, c'est une obsession avec la taille des muscles, puis Ok. c'est ça, le gain musculaire, de ce que Ok, j'en ok, ok. comprends. Oui, Peut-être c'est que je me ça. trompe. Mais dans le fond, tu as raison de dire que c'est pas des choses qu'on va voir dans le DSM, qui est notre tu sais, manuel diagnostic pour les troubles de santé mentale, ni l'un ni l'autre. Mais quand on parle d'orthorexie, en fait, on a maintenant un diagnostic qu'on peut dire englobe un peu l'idée d'orthorexie. Ça s'appelle le RFID en anglais. RFED? Ouais, Ok. RFID, c'est Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Donc, en français, OK. on va parler de l'évitement, restriction de l'ingestion des aliments. Puis ça, c'est pas de l'anorexie, là. Non, c'est un autre trouble de OK. santé mentale dans la catégorie des troubles alimentaires. Mais ce qui vraiment va différencier entre les autres troubles de plus liés à l'anorexie, boulimie, c'est il n'y a pas de peur de prendre du poids. D'habitude, il y a un désir de prendre du poids. Mais c'est d'autres peurs qui amènent la personne à être en sous-poids ou être dénutrie. Donc, on va voir, par exemple, une peur de s'étouffer, OK, oui, une oui. peur de vomir, Ouais. une peur de manger des aliments qui peuvent être mauvais pour soi. Ça frôle la donc- phobie, là, Oui. en fait, oui. Ok. OK. Mais en fait, tous les troubles alimentaires peuvent être conçus comme des différents types de phobies. Parce que tout comme dans le RFID ou évitement restriction des aliments, on a peur de choses très spécifiques d'habitude. Tu sais. Donc, c'est soit que j'ai peur de vomir, soit que j'ai peur de manger des choses qui peuvent me rendre moins en santé, des problèmes de cœur, des choses comme ça. Mais dans le cas de boulimie, anorexie, on a peur de prendre du poids. C'est comme une phobie dans ce sens-là. Tu sais, comme quelqu'un qui a peur des auteurs va avoir de la difficulté à aller à une entrevue qui se trouve au 11e étage d'un immeuble. Tu sais, puis Ça amène des comportements d'évitement, finalement, dans les d'évitement. deux cas. Exactement, oui. Puis qu'est-ce qui cause, en fait, les troubles alimentaires? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a des causes connues? Donc, on comprend la causalité des troubles alimentaires selon le modèle biopsychosocial. OK. Donc, si je peux décortiquer ça un peu, biologique. Biologique, c'est tout ce qui, on peut parler de l'hérédité. Donc, il y a des facteurs de risque héréditaires. On parle d'un coefficient héréditaire. Donc, ça, c'est l'influence de l'hérédité sur le développement d'un trouble alimentaire. C'est autour de 50%. Oh, quand Quand même! même. Pour les troubles alimentaires. C'est quand même élevé. Oui. Mais il faut tenir en compte que ça, c'est des personnes, des fois, ils entendent ça, ils ont peur. Donc, tu sais, j'ai des patients qui ont un trouble alimentaire qui entendent ça, puis ah, mais ma Si fille... j'ai un enfant, c'est c'est ça, OK, oui, oui. justement, j'ai une fille, ça veut dire qu'elle a 50% de chance de l'avoir. Et on explique que non, en fait, c'est une vulnérabilité. Il faut qu'elle soit déclenchée Il par faut qu'elle quelque soit chose. déclenchée par quelque chose. Mais j'ai une question pour toi en lien avec la génétique. Est-ce que, puis là, j'imagine que la réponse est oui, mais dans ces évidences-là en lien avec les gènes, est-ce qu'on est capable de départager l'influence de l'environnement, c'est-à-dire, tu sais, de l'apprentissage par observation qu'on peut faire de notre parent qui est aux prises avec un trouble alimentaire? Donc là, l'enfant, en observant ça, se dit, bon, ben écoute, manger, c'est mal, entre guillemets, ou, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on mange, etc. Donc, dans ces études-là sur la génétique, est-ce qu'on a déjà départagé cette influence-là de l'environnement? Oui, exactement. Donc, la façon dont ces études-là sont faites, c'est avec des jumelles. Donc, on va regarder des jumelles identiques et non identiques, donc partager le même RNA puis non. Puis, on va voir que quand on a des jumelles identiques, c'est là que les chances, le coefficient d'hérédité est autour de 50%. OK. Parce Parce qu'ils qu'à partagent- environnement égal Environnement égal à environnement équivalent. équivalent. Donc, il y a 50%. C'est ça. OK, parfait, je comprends. Exactement. Tu comprends-tu? Je comprends parfaitement. Les deux.
Les deux sont dans le même environnement. Il y en a une que oui, il y en a une que non. J'ai comme fait C'est ça. attention à C'est toi. ça? Hein? Ben, pour ça, tu m'as donné une bine. Mais oui, avant de me donner un coup, t'as fait attention à moi. Je m'excuse. Non, c'est bien correct, j'adore ça. OK, je comprends. Ouais. Donc, il y a la génétique. Ouais, donc ça, c'est le côté bio, du biopsychosocial. OK. Donc, on peut aussi parler des vulnérabilités plus physiques. Donc, en fait, l'influence biologique commence dès la grossesse. Donc, des complications lors de la grossesse, lors de l'accouchement aussi. Tout ça, c'est des choses qui peuvent augmenter les risques de développer un trouble alimentaire. Donc, il y a des études qui montrent que des complications obstétriques, donc, tu sais, le cordon autour du cou, Manquer de l'air. manquer de l'air, ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent mettre à risque de développer un trouble alimentaire. Ah, c'est quand Donc, même... Non, mais je sais que c'est niaiseux comme question. On parle pour l'enfant. Pour l'enfant, C'est ça. exactement. Mais est-ce que c'est l'accouchement tellement ou ça, pas ça niaiseux peut... comme question. Ouais, C'est ok. super intéressant. Mais, non, mais si c'est ça, je me vrai. demande, c'est pour l'enfant. Pour l'enfant, ouais. Pour la mère, ça change rien. Il n'y a pas de complications d'accouchement ou de situations liées à l'accouchement ou à la grossesse qui peuvent Être prédictrice. être prédictrices d'un Non, trouble. pas à ma connaissance. Ok. Non. Donc, ben, c'est ça. Ben, pour l'enfant, tu sais, ça peut commencer dès la grossesse. Donc, on sait qu'une étude intéressante qui a été faite en collaboration aussi avec le Douglas, c'était par rapport à le truc de glace, là, à Montréal. là, Susan King. Oui, Susan King, ouais, tu connais, hein? Oui, elle était sur mon comité de thèse. Ah. Susan King, elle était là à ma soutenance. Tout à fait. Je l'ai vu Donc, sur Zoom. Oui, ça, tu donc, l'as vu sur Donc, tu Oui, connais oui. l'étude, mais dans le fond, les femmes qui étaient enceintes au moment de la tempête de glace, ben, en fait, 13 ans plus tard, leur fille avait plus de chances d'avoir un trouble alimentaire. Ah, c'est donc tout ce qui est stress périnatal, stress Ouais. durant la grossesse pourrait être prédicteur de... Puis on le voit aussi avec d'autres psychopathologies là, comme l'anxiété, la dépression, etc. Exactement, Donc, ouais. OK, très intéressant. Ouais. Puis, côté plus psychologique, on a certains traits de personnalité qui peuvent aussi nous mettre plus à risque de développer un trouble alimentaire. Donc, l'anxiété, le tempérament anxieux, on peut parler de rigidité, impulsivité aussi. OK. Et ensuite, ben, social, c'est tout ce qui... C'est aussi à partir de l'enfance, toutes les influences qu'on va avoir. Souvent, chez nos patients, on voit un passé avec beaucoup d'intimidation, lié au poids ou non. Mais ça, c'est quelque chose dans l'environnement souvent qui est très marquant. Un des facteurs de stress comme ouais. ça. Est-ce qu'on sait si l'utilisation des médias sociaux, surtout chez les ados et même les jeunes adultes et tout type d'adultes, est-ce que ces utilisations-là vont avoir une influence sur le développement du trouble? Oui, donc les études ont démontré en fait que même des courtes périodes de temps d'exposition à d'images de femmes très minces ont un impact négatif sur surtout les jeunes femmes. Donc, on peut penser à tout le temps que nous tous, mais les jeunes vont passer sur leurs médias sociaux. Puis qu'est-ce qu'on voit sur les médias sociaux aussi? Ah, mais définitivement. Ouais, C'est tout l'image. En plus, on sait que les jeunes adultes, leur cerveau n'est pas pleinement développé, donc la capacité à relativiser les informations qu'on reçoit, puis à comprendre que, ben, tu sais, ce corps-là que je perçois comme étant idéal n'est peut-être pas réaliste, c'est plus difficile à encoder finalement. Là. Donc, je peux imaginer exactement. En recherche d'identité, là, t'es à cette phase-là de ta vie. Ah, ben oui, Tu- puis en tu- constante comparaison avec les autres. Ouais. Puis, tu sais, tu vis du stress comme dans le tapis aussi au Ouais. cours de l'adolescence. Donc, C'est tout ça, ça. mais j'imagine que c'est couplé à une vulnérabilité génétique ou au niveau des traits de personnalité. Ben là, une exposition aux médias sociaux C'est à cet ça. âge-là, ça peut être plus problématique. C'est ça. Puis on peut voir tous ces facteurs-là, mais ce qui va venir vraiment déclencher le trouble alimentaire d'habitude, ça va être un régime. Parce que, dans le fond, ce qui arrive quand on fait un régime, c'est que notre cerveau manque de sérotonine, donc le neurotransmetteur. De par l'absence de nourriture ou le Ouais. manque de nourriture. Le manque de nourriture va faire ça. Parce que, dans le fond, quand on mange, tu sais, on a des acides aminés, puis on a là-dedans que c'est le tryptophane. Puis là, le tryptophane devient le sérotonine, c'est le ça précurseur. synthétise, ouais. C'est ça. Donc, en mangeant pas suffisamment, tu sais, notre cerveau devient en manque. Et ça nous met plus à risque avec tous les facteurs qui sont déjà là. Ça devient comme
la chose qui déclenche le développement du trouble alimentaire. OK, donc quand on restreint notre apport calorique, on sécrète moins de sérotonine au niveau du cerveau, ce qui nous rend plus vulnérables au développement du trouble alimentaire par la suite si on a déjà une vulnérabilité à développer ce trouble-là. Okay. Oui, exactement. Parce que ce qu'on va voir aussi, c'est souvent au début d'un trouble alimentaire, il y a une perte de poids. Qui dit perte de poids dit renforcement social. C'est ça, je l'ai Malheureusement. La culture des diètes en général doit... C'est ça. Donc, tu sais, le renforcement positif qui, là, c'est sûr que ça fait du bien, surtout si on était intimidé sur notre apparence. Là, d'un coup, on a du renforcement positif. On a un sentiment de contrôle qui vient de ça aussi. Donc, tout ça vient, en fait, nourrir ces obsessions. Renforcement qui doit venir de nous-mêmes. C'est de l'image dans le miroir, mais aussi de l'extérieur, parce qu'on le sait, les gens ont tendance à noter, là, tu sais, ouais. Tu sais, ce qu'on voit qui peut être encourageant, c'est en fait des études ont démontré que faire des programmes pour surtout les jeunes qui vont aider à réfléchir à quelles sont vos valeurs en lien avec l'image corporelle. Donc, départager toute l'influence, justement, des médias sociaux. Mais toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Ça va venir contrer les effets négatifs de l'exposition au corps mince. Donc, ça va augmenter l'estime de soi. OK, cool. Ça va tout diminuer les chances. Ben, pas tout, mais c'est sûr que ça a une bonne influence. Parce que, pourquoi rechercher la minceur si... quand on est bien avec nous-mêmes, on a moins ce drive-là d'aller chercher la minceur à tout prix. Dans le cadre du traitement, est-ce que l'estime de soi va être adressée en parallèle au comportement alimentaire ou bien quand on arrive à changer les comportements alimentaires, l'estime de soi vient se rétablir par la suite? Je dirais en parallèle. Avec les patients avec qui je travaille, on va regarder justement d'autres sources de valorisation. Donc, des personnes qui ont peut-être tendance à se valoriser à travers le contrôle, la performance. Ben, on va regarder, on va faire même ce qu'on appelle un schéma en pointe de tarte de leur auto-évaluation. Donc, ça, c'est une technique de la thérapie cognitivo-comportementale, le TCC, où on va inviter la personne à faire littéralement un cercle dans lequel ils vont écrire les différentes sphères de leur vie sur lesquelles ils s'auto-évaluent. Puis d'habitude, quand on est plus au milieu d'un trouble alimentaire, quand ça prend beaucoup de place dans la tête, ben, ça prend beaucoup de place sur la tarte, le schéma en pointe de tarte. Donc, on voit comme un 75% de l'auto-évaluation de soi qui vient du trouble alimentaire, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour les autres parties telles que les amis, la famille, le travail, les loisirs. Des fois, c'est même pas là. Mais on va aussi leur demander, puis quand ils font ça, souvent, c'est très confrontant parce que, tu sais, disons, tu es une mère, tu as des jeunes enfants, puis tu vois sur ta sphère, tu sais, sur ton schéma en pointe de tarte que tes enfants, en fait, ils prennent juste une petite portion parce que tes obsessions liées à l'image corporelle, l'alimentation prennent tellement de place. C'est comme... T'as plus d'énergie pour le reste. Non, c'est ça. Mais ça demande une honnêteté par rapport à soi-même, ce processus-là. J'imagine que toi, quand tu interviens, tu dois t'assurer que la personne est apte à... Il n'y a pas de déni, on est vraiment d'une base volontaire, puis tu veux changer ça, fait que sois honnête. Là. Non, exactement. Puis ensuite, ça nécessite beaucoup d'empathie, de soutien après avoir fait cet exercice parce que, oui, ça brasse des choses. Mais je fais toujours après cet exercice un deuxième exercice où tu fais le même schéma en pointe de tarte, mais dans un an. De quoi tu voudrais que ça ait l'air? Donc, comme ton soi idéal, finalement. Oui, mais tu sais, après, disons, un an de traitement, à quoi tu aimerais que ta vie ait l'air? Puis c'est là que d'habitude, tu sais, il y a peut-être un petit bout pour le trouble alimentaire, mais ça leur laisse la place à rêver à de quoi est-ce que je pourrais, tu sais, qu'est-ce que je pourrais avoir dans ma vie pour la meubler, tu sais, développement de certains loisirs, des amitiés que j'ai laissées de côté. Je pourrais m'investir plus dans ma relation de couple, mes enfants. Donc, c'est là que l'estime de soi peut se bâtir à travers, OK, ces choses-là sont importantes pour moi, c'est dans mes valeurs. Et en prenant soin de moi, en étant en traitement maintenant,
ben là, je travaille pour aller vers ça. Ça donne quelque chose à quoi se raccrocher. C'est ça, j'imagine Ouais. que d'avoir une stratégie puis un objectif dans un an qui est relativement court terme, un an, j'ai l'impression, là, à l'intérieur d'une vie, ça doit enlever la culpabilité aussi du premier exercice quand tu Exact. réalises des trucs puis t'es comme, OK. C'est ça. Comment on fait la différence entre un trouble alimentaire puis des préoccupations liées à l'alimentation? Parce que je veux dire, je suis persuadée en ce moment qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas de troubles alimentaires, qui n'ont jamais reçu de diagnostic, mais qui ont certaines préoccupations, qui ont suivi des diètes, etc. Donc, c'est quoi la différence entre les deux, finalement? Oui. Donc, quand on parle de troubles alimentaires, c'est là où on va voir qu'il y a vraiment un atteint au fonctionnement. Donc, soit que au niveau de travail, donc soit qu'on ne peut pas travailler, ou ça devient beaucoup plus difficile, ou des mêmes choses pour étudier, ou sinon que ça affecte les relations sociales. Donc, c'est là où il y a des idées obsessionnelles, mais on agit sur ces pensées-là. Au niveau social, ça pourrait être, par exemple, je vais pas au souper de fête de mon ami parce qu'il y a de la nourriture d'impliquée, ou je peux pas faire X ou Y sortie parce qu'il va y avoir de l'alcool, puis si je consomme de l'alcool, c'est des calories, puis X, Y. Oui. Donc, on s'empêche de poser certaines actions, finalement. C'est ça, puis c'est un peu qu'on voit que ça affecte différentes sphères de la vie, et c'est la souffrance aussi, tu sais, c'est à quel point ça te crée de la souffrance. Fonctionnement et souffrance, je dirais que c'est deux critères OK. qui vont vraiment faire la différence. Et par exemple, si quelqu'un fait des diètes, puis on le voit là, en tout cas, je sais pas si c'est juste parce que je suis une femme dans la trentaine, mais sur Instagram, on me propose moult diètes de jeûne intermittent, machin. Quelqu'un qui s'adonne à faire ce type de diète-là, est-ce que ça veut dire qu'il se trouve à quelque part sur le continuum ou des troubles alimentaires ou pas nécessairement? Est-ce que faire une diète en soi, c'est suffisant pour considérer qu'on est à risque de développer un trouble alimentaire? J'entends deux questions différentes. Donc, je vois pas ça sur un continuum. Je vois vraiment les troubles de santé mentale, de troubles alimentaires. Je vois ça séparé de, disons, juste faire des diètes. Mais la partie à risque, c'est là que quand on fait des diètes, on se met à risque. Parce qu'on ne sait pas si on a la vulnérabilité génétique ou non. On joue avec la sérotonine. Oui, c'est ça. On joue wow. avec le feu. Et c'est pour ça que nos patientes aussi, on leur dit toujours, tu ne peux pas faire de diète dans ta vie après, des diètes strictes, là, après avoir rétabli un trouble alimentaire, parce que c'est trop risqué. Ouais. S'il y a des difficultés en lien avec la santé, puis le poids, donc si un poids plus élevé pose des problèmes de santé, on va faire très attention plus tard, après qu'on a rétabli d'un trouble alimentaire, on va faire très attention dans le processus de gérer ça, parce que faire une diète stricte, il y a énormément de chances que ça amène à une rechute. Donc, c'est jamais recommandé, en fait, pour quelqu'un qui a déjà eu un trouble alimentaire. Ça doit être extrêmement difficile parce que, tu sais, mettons dans la dépendance, là, de couper la substance pour ça se fait, mais je veux dire, manger, on peut pas ne pas manger. Fait que ça doit être un travail colossal de... Oui. C'est parce que ça doit être la relation avec la nourriture qu'il faut défaire, un paquet de trucs comme ça. Exactement. C'est normaliser cette relation-là avec la nourriture. Puis nous, on encourage nos patients à manger 6 fois par jour, 3 repas et 3 collations aux 2-3 heures. Et ça, c'est parce que, pour plusieurs raisons, mais quelqu'un, disons, qui va avoir tendance à faire les orgies alimentaires, donc les pertes de contrôle sur l'alimentation, le plus de temps qu'on attend entre 2 prises alimentaires, le plus qu'on augmente notre risque. Le plus longtemps t'arrêtes de respirer, finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais pour l'anorexie aussi, le plus longtemps qu'on a entre 2 prises alimentaires, le temps que le cerveau devient obsessionnel. Donc obsessif dans sa façon de fonctionner. Il voit peut-être comme une récompense, finalement, le fait qu'on ait été capable d'attendre pendant autant de temps avant de manger. Il y a peut-être un réflexe dans le cerveau qui se dit « Eh bien, good job, tu sais, t'es capable de continuer. » Puis nos patients, même au niveau physiologique, vont nous parler d'un high qu'ils vont vivre quand ils ne mangent pas. Comme manquer d'oxygène, finalement. Oui, c'est ça. Puis j'ai une question... Tantôt, tu parlais de prendre de l'alcool, par exemple. Tu disais, j'irai pas là parce qu'il va y avoir de l'alcool. Puis j'avais pas pensé, dans le fond, que c'est des calories aussi, l'alcool. Sauf que, est-ce que des fois, ça se peut qu'un trouble alimentaire se manifeste seulement sur certains
truc? C'est-tu toute la nourriture en général ou ça peut être justement juste par rapport à l'alcool? Ça se peut-tu, ça? Que ce soit les calories dans l'alcool qui inquiètent la personne, mais pas. D'après moi, dans ça, le ce serait reste. plus de l'orthorexie. Ça se peut-tu? Tu sais, des gens qui vont systématiquement éviter certains aliments de par leur tendance calorique, tu veux dire? Ouais, mais je le voyais par rapport à binger, par exemple, comme pour ce qui est de. Parce que là, on parle de restriction par rapport à l'alcool parce qu'il y a des calories. Mais si cette personne-là est en restriction, on peut m'amener à te faire OK, là, j'y vais. Ben, si c'est par rapport à l'alcool, ben là, ça ressemble à de l'alcoolisme. Ça va avoir des comportements qui ressemblent à ça, puis là, il faut défaire. Ouais, ben, je pense que ce que j'entends un peu, c'est que est-ce que ça se peut que, disons, on se restreint toute la journée, puis là, on se laisse aller dans l'alcool? Ouais. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on voit, mais souvent, c'est parce que il y a comme un trouble concomitant, ou c'est la comorbidité avec un trouble d'abus de substance OK, ou c'est ça. d'abus d'alcool. Donc, c'est ça, on va voir que la personne, pour se permettre de prendre les calories de l'alcool, va se priver toute la journée. OK. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on va voir Pour souvent. pouvoir avoir accès à cette substance-là, va se... Fait que c'est la lunette des calories qui amène ça dans le ballpark du trouble alimentaire, finalement. Tu sais, Oui, ben, je d'une pense certaine que... façon. Je le dis peut-être mal, là, mais. Mais c'est l'obsession. Tu sais, je dirais que il y a beaucoup... Tu sais, on peut parler aussi... Tu sais, j'ai parlé tantôt de troubles alimentaires comme une phobie. Une autre façon de voir le trouble alimentaire, c'est comme une obsession-compulsion. Donc, on a des idées obsessionnelles. Tu sais, les aliments, ça représente des calories. Il ne faut pas que je dépense plus de calories que... faut que je mange plus de calories que des calories que je dépense en exercice, par exemple. Ça, c'est une idée obsessionnelle. Puis, ça vient avec des compulsions. Donc, tu sais, on va agir sur la compulsion. Donc, tu sais, je vais pas manger de ma journée pour diminuer mon anxiété quand je vais boire le soir. Je comprends. Ouais. OK, oui, je comprends. Définitivement. Puis, est-ce qu'on connaît un petit peu les facteurs de rechute? Ben, après, on discutera des traitements, mais tu sais, quelqu'un qui contrôle son trouble alimentaire, qui n'est pas dans une phase active, entre guillemets, du trouble, c'est quoi les facteurs qui vont le plus guider la rechute chez ces personnes-là? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est l'environnement de la personne? Tu sais, qu'est-ce qui... On le sait-tu ou on le sait pas? On le sait peut-être pas. C'est une bonne question. C'est juste même, je ne connais pas la recherche qu'elle en dit. Je peux penser à mes patients, est-ce que je vais voir? Ça va être souvent soit un stress de la vie, Une perte d'emploi, une rupture amoureuse, tu sais, des événements significatifs. Ou un stress spécifique au poids. Donc, disons, après une grossesse, il y a un certain risque de rechute parce qu'on a pris du poids lors de la grossesse. Peut-être qu'on l'a accepté parce qu'on était enceinte. Puis tout le monde dit « Ah, c'est beau, t'es enceinte. » Mais dès qu'on accouche, tu sais, on a pu... Le renforcement. Puis aussi le sentiment de « Oh, il faut que je prenne soin de mon bébé, il faut que je mange pour mon bébé. » Puis là, on a le surplus de poids qu'on va voir après qu'on accouche. Et ça peut être très anxiogène pour nos patients. Ah, c'est sûr. Puis en plus, après un accouchement, il y a tellement de perturbations hormonales qui font en sorte que l'humeur est fragilisée, l'anxiété peut augmenter. Fait que j'imagine que c'est un cocktail qui est très propice à avoir et apparaître ces comportements-là. Je sais aussi qu'en situation de stress, tu sais, toutes les régions du cerveau qui permettent finalement la régulation des émotions sont beaucoup moins fonctionnelles. Parce que, tu sais, si on était en forêt vis-à-vis d'un animal sauvage, ben, tu sais, le système de stress ferait en sorte qu'on mobilise toute notre attention vers la menace, puis c'est pas le temps de venir réguler nos états d'âme, etc. Fait qu'en situation de stress comme ça, tous les comportements qu'on a puis qui sont plus problématiques ont tendance à ressortir, là, que ce soit des comportements de consommation, que ce soit peu importe, là, ces habitudes alimentaires-là qu'on peut avoir. Fait que j'ose imaginer que les troubles alimentaires sont aussi sujets à ressortir dans ces situations-là. Exactement. Puis j'ajouterais qu'un autre facteur de rechute, ça va être la privation alimentaire, que ça soit volontaire ou non. Donc, on voit des patients qui reviennent à nos services parce qu'ils ont eu la gastro. OK. Puis ça a entraîné une perte de poids parce que, tu sais, on devient déshydraté, on ne peut pas manger pendant une semaine. Puis ça a été assez pour réactiver le trouble alimentaire. Mon Dieu. Ouais. C'est fragile. Hein? Ça n'a pas de sens. Puis, est-ce qu'on a des données par rapport... est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Y a-t-il des données par rapport à ça?
qui sont... Oui, Parce que donc... tu sais, moi, en tant que personne qui n'est pas initiée à ça, je me dis, j'ai l'impression que tous les magazines, ce qu'on parlait tantôt, Instagram, on dirait que les femmes sont très, très bombardées ne serait-ce que de marketing pour ce qui est des diètes, de la minceur, tous ces trucs-là. Fait que j'ai l'impression que dans ma tête, c'est plus les femmes qui sont bombardées de ça. Mais est-ce que ça se traduit dans les troubles alimentaires? Oui, donc il y a plus de femmes qui vont avoir des troubles alimentaires que d'hommes. Puis ça, c'est à travers les différents diagnostics. Donc, que ce soit anorexie, boulimie, on va avoir plus de femmes atteintes que d'hommes. Mais c'est important de ne pas non plus négliger la possibilité qu'un garçon ou un homme qui présente avec des symptômes de troubles alimentaires puisse en avoir un aussi, parce que je trouve que ça, c'est dommage. Des fois, les médecins de famille, même les intervenants à l'école, passent à côté de ça parce qu'ils disent « Ah, c'est un problème de femme. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y en a aussi des garçons, des hommes qui vont être atteints d'un trouble alimentaire. Est-ce que ça se manifeste différemment chez l'homme? Je dirais que dans ce que je vois, il y a quand même beaucoup de similarités. Tu sais, même si il y a une minimisation souvent du sous-poids qu'on va voir en anorexie, bien, en fait, un des critères de l'anorexie, c'est soit d'être en déni du sous-poids ou de sous-estimer l'impact du sous-poids. Donc, même un garçon qui va, je pense à un garçon que je suivais qui voulait avoir des grands muscles, donc on peut penser comme, bigorexie ou quelque chose comme ça, mais ça l'a amené à être en sous-poids. Il pouvait avoir beaucoup plus de muscles s'il s'alimentait adéquatement, mais il avait tellement peur de prendre du poids puis d'être trop gros que ça l'a amené à être en sous-poids. Donc, même si, des fois, le désir est peut-être d'être plus musculaire chez certains hommes que chez des femmes où c'est avoir une silhouette plus mince. Mais dans les deux cas, la phobie de la prise de poids est pareille. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Fait qu'on le traite de la même façon, j'imagine. C'est le même... Moi, c'est essentiellement quand je travaille avec les deux, oui, il y a beaucoup de ressemblances. C'est plus de ressemblances que de différences, je dirais. Okay. Oui. Puis les traitements, justement, là, c'est quoi les traitements qui existent pour le trouble alimentaire? Oui, donc pour les ados, on parle surtout de la thérapie basée sur la famille. Mm-hmm. Donc en anglais, c'est le Family Based Treatment, FBT. Et ça, c'est une approche qui va vraiment mettre la famille au centre. On va voir la famille, et d'ailleurs, en général, maintenant, on voit la famille comme surtout une ressource et non une cause du trouble alimentaire. Okay. Avant, c'était vraiment... On blâmait beaucoup la famille, surtout la mère. On parlait même de mère qui cause l'anorexie. Et puis, on a changé complètement à ce niveau-là. Maintenant, on voit vraiment, puis surtout dans ces thérapies basées sur la famille, que on va dire à la famille, vous êtes les personnes les mieux placées pour aider votre enfant. Et puis, on va travailler vraiment pas à leur dire quoi faire, mais à les outiller pour qu'eux ils puissent renourrir leur enfant ou aider leur enfant à arrêter les comportements problématiques comme les orgies, et les vomissements, des choses comme ça. Donc, la thérapie basée sur la famille pour les ados. Et pour les adultes, on va parler surtout de thérapie cognitivo-comportementale ou CBT, Cognitive Behavioral Treatment, où on va regarder beaucoup les cercles vicieux qui maintiennent le trouble alimentaire. Donc, encore, comme la thérapie basée sur la famille, on ne va pas regarder, dans les deux approches, on ne va pas regarder dans le passé, fouiller, comprendre d'où ça vient. L'origine. C'est pas une priorité. La priorité, c'est de briser les mécanismes de maintien. Donc, ce qu'on voit dans le CBT, c'est qu'on va travailler, par exemple, à regarder comment la restriction qui est au centre de tous les pensées, tous les comportements, comment ça maintient le reste. Donc, on va dessiner avec nos patients un schéma aussi, un schéma qui fonctionne pour tous les différents types de troubles alimentaires, mais qui place vraiment la restriction au milieu. Puis, ça nous aide à voir comment la restriction amène les orgies alimentaires ou amène les idées
obsessionnel. Et c'est très centré sur la psychoéducation, finalement. Beaucoup. T'outiller la personne à vraiment détecter ses comportements pour qu'elle puisse les changer, finalement. C'est ça. C'est aussi, ça vient augmenter la motivation. Parce que quand on comprend mieux notre trouble, on se sent plus muni pour y faire face. On se voit aller. Ouais. On est capable de, c'est un peu de sortir de soi, j'imagine, puis se regarder, puis comprendre. Ouais. Fait que moi, ça doit venir avec un certain sentiment, justement, de l'estime par rapport à ça, là, de juste faire, OK, là, j'ai un peu plus de pouvoir parce que je comprends ce que je fais. Oui. Donc, je peux me regarder le faire. Puis... Oui. Quand il y a des cas de comorbidité, comme, je sais pas, on prend une adolescente qui a un trouble de conduite alimentaire, puis là, en parallèle à ça, elle souffre d'anxiété ou de troubles de consommation, etc. Quel trouble on traite en premier? Qu'est-ce qu'on va adresser? Est-ce que c'est ce qui cause le plus de souffrance? Est-ce que c'est ce qui est le plus dangereux pour sa santé? Comment on s'y prend dans ces cas-là? Oui. Donc, c'est pas toujours évident. Nous, à notre clinique, quand on reçoit des cas de troubles alimentaires qui ont plusieurs comorbidités, comme tu as nommé, de dépression, anxiété, troubles de personnalité limite aussi, on va généralement quand même commencer avec le trouble alimentaire. Parce que ça se peut que les autres troubles de santé mentale, surtout, disons, dépression, anxiété, découlent, en fait, de la dénutrition de la personne. Donc, c'est dur de différencier entre les deux. Et c'est difficile aussi si quelqu'un est en sous-poids, elle ne va pas bien répondre aux médicaments. Parce que comme on parlait tantôt de la sérotonine en circulation, puis comment quand on ne mangeait pas, il n'y en avait pas assez, les antidépresseurs qui vont agir sur la sérotonine. S'il y a moins de sérotonine en circulation, ils vont être moins efficaces. Donc, c'est pour ça que quand on voit une dépression avec un trouble alimentaire, on va expliquer qu'en fait, la meilleure médicament en ce moment pour toi, c'est la nourriture. Parce que ça aide à... Puis ça se peut que notre psychiatre prescrit aussi des antidépresseurs, mais il va y avoir beaucoup d'emphase mise sur la réalimentation aussi. OK. Donc, j'imagine que c'est un petit peu du cas par cas aussi, là, en termes de comportement problématique. Puis maintenant, ce type de traitement-là, j'imagine avec la pandémie, ça a été de plus en plus administré en ligne. On le voyait, là, l'apparition des thérapies sur Zoom, parce que, bon, là, les contacts étaient limités en face à face. Est-ce que ça fonctionne aussi bien? Est-ce que vous le faites aussi à la clinique? Comment ça... Oui, je dois dire que je suis fière de notre clinique parce que à partir de la journée où ils ont fermé les écoles et tout ça, le lundi d'après, on avait déjà en fonctionnement pas seulement notre thérapie individuelle et de groupe, mais même notre programme de jour où on mange avec les patients. On a commencé à faire ça de façon virtuelle et on a fait de la recherche là-dessus. Et c'est sorti juste cette année, l'étude qui démontre que c'est aussi efficace bravo! Que le traitement en personne. Donc, ça, je trouve ça encourageant. Et puis, c'est sûr que ça permet, il y a beaucoup de désavantages de devoir faire ça virtuellement, mais on voit que l'avantage, entre autres, c'est aussi qu'on puisse aller travailler avec des personnes, des patients plus loin. Oui, géographiquement parlant. Ben oui, c'est sûr. Puis justement, les taux d'efficacité des traitements, ça ressemble à quoi dans le cas des troubles alimentaires? Oui, donc on va parler autour de 50%. Donc ça, on voit chez à peu près 50% des patients en traitement, dès les premières séances, on va voir une amélioration significative qui prédit une bonne réponse au traitement. OK. Puis il y en a qui vont dire, OK, 50%, c'est pas tant que ça, ça peut paraître décourageant. Moi, j'aime beaucoup ce que notre ancien chef de programme, Dr. Steiger, a nommé dans son article en 2017, c'est que on peut voir une réponse incrémentielle. Donc, ça veut dire que pour les troubles alimentaires, les études, le plus long on va suivre quelqu'un post-traitement, le plus le haut de rémission. Donc, disons une étude après 10 ans,
on va voir, pour l'anorexie qui est plus difficile à traiter que, par exemple, la boulimie, 1/3 de personnes qui s'en sortent complètement. Mais après 22 ans, ça monte à 2/3. OK. Ah, Fait que plus on adhère. plus on traite longtemps après. Et c'est pas nécessairement initial. on peut avoir plusieurs épisodes de traitement. Ça veut pas dire pendant 22 ans qu'il y a eu un suivi. À toutes les semaines. Non, c'est ça. Soit on va avoir des épisodes de traitement, mais on peut voir que c'est possible de s'en sortir même après plusieurs essais. Puis ça, c'est un message que moi, je trouve vraiment important parce qu'il y en a qui reviennent à notre clinique 4, 5 fois puis qui se disent « Ah, je suis cause perdue ». Puis moi, je pense vraiment que chaque personne ayant un trouble alimentaire puisse s'en sortir. J'y crois à 100%, puis je laisse mes patients le savoir aussi. Et que peut-être que la dernière fois, ça n'a pas marché, ça ne veut rien dire pour cette fois. Parce que dans le fond, c'est une statistique encourageante parce que dans le fond, tu augmentes tes chances d'avoir un traitement efficace. C'est ça. Plus tu le fais longtemps. Fait que Ouais. ça doit déculpabiliser justement puis enlever cette notion-là d'échec et de Oui. tout ça et de honte. Oui. Et aussi, moi, je vois ça que tu bâtis toujours une chose sur l'autre. Donc, peut-être que dans ton dernier traitement, tu as avancé par rapport à l'affirmation de soi. Disons, peut-être que, tu sais, une des choses qui gardait ton trouble alimentaire en place, c'était que tu répondais pas à tes besoins, tu ne laissais pas les autres savoir quelles étaient tes limites. Puis peut-être que tu as avancé à ce niveau-là. Mais il y a d'autres enjeux qui sont restés. Peut-être que, justement, l'obsession de la minceur est restée pareil. Donc, même si un des enjeux comme sous-jacent était parti, mais il y avait une autre couche à travailler. Mais oui, puis nos contextes de vie changent tellement aussi, tu sais, je veux dire, on change de niveau d'études, d'emploi, de relations interpersonnelles, de statut conjugal, tu peux devenir maman, etc. Je veux dire, il y a plusieurs choses aussi, j'imagine, dans une vie qui peuvent influencer l'efficacité d'un traitement. Là, Mais si l'environnement change, on dirait que nécessairement, tu es habitué à un environnement quand tu as eu un premier traitement. Si ton environnement change avec les années, ben, on dirait que c'est d'autres facteurs à négocier pour. Oui. Fait que ça demande un suivi. Oui, oui. Puis, si on soupçonne dans notre entourage que quelqu'un souffre d'un trouble alimentaire ou qu'on s'inquiète finalement, comment est-ce qu'on aborde ça avec cette personne-là? Oui, donc je dirais que numéro 1, c'est d'arriver avec beaucoup d'empathie et se montrer très ouvert à la personne, c'est arriver sans jugement. Et moi, je commencerais par dire, tu sais, disons, si c'était toi, Catherine, je dirais, Catherine, j'ai remarqué un tel comportement chez toi, donc peut-être que tu manges plus tes déjeuners. Mm-hmm. Catherine, j'ai remarqué que tu manges plus ton déjeuner. Tu sais, ça m'inquiète. Est-ce que toi, tu as des inquiétudes à ce niveau-là? On pointe quelque chose de spécifique, un comportement concret qu'on note chez la personne. Oui, et vraiment sans aucun jugement. Je dis pas, je pense que tu as un trouble alimentaire, tu sais. J'ai lu en ligne. J'ai écouté ce long étude. Ça dit que... Oui, donc c'est ça, tu sais, puis d'attendre ce que l'autre a à dire. Puis même si toi, Catherine, tu disais, mais non, j'ai pas de problème, parce que souvent, quand on nous montre nos bobos, ben, on est défensif. C'est normal. Mais on peut dire, OK, tu sais, je comprends, mais je suis là pour toi. Donc, tu ouvres la porte, je suis là pour toi si tu veux m'en parler. Puis, en passant, tu sais, j'ai entendu certaines ressources qui peuvent être intéressantes. Puis là, tu peux nommer, tu sais, par exemple, ANEB, Anorexie et Boulimie Québec. C'est un organisme avec qui on est en partenariat. Sont incroyables. Ils ont tellement de services de qualité, tu sais, en ligne d'écoute. Donc, souvent, tu sais, on peut juste dire, regarde ANEB sur Internet, tu sais, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a là. Puis, donc, ligne d'écoute, ça veut dire si je suspecte ou je suis en détresse, je suspecte un trouble alimentaire ou je suis en détresse, je peux appeler puis parler à quelqu'un directement. Oui. Il y a même un service de clavardage maintenant. Cool. Ça, les jeunes aiment ça. Les jeunes aiment ça, oui. Mais ils font également des groupes de soutien, des groupes ouverts et des groupes fermés. Ça veut dire des groupes soit que tu peux venir quand tu veux, soit des groupes on dit fermés, donc les mêmes personnes pendant X séances, où ils vont aussi faire beaucoup de psychoéducation. On va avoir des intervenants qui connaissent ça, les troubles alimentaires, qui vont offrir psychoéducation et soutien. Et il y a même du soutien et des groupes pour les proches. Donc, disons, tu es la mère de quelqu'un qui a un trouble alimentaire ou tu suspectes un trouble alimentaire,
toi aussi, tu peux tourner vers ces services. Parce que c'est ça, j'imagine que l'entourage des gens qui ont des troubles alimentaires aussi a un impact important. Donc, il doit y avoir plein de pièges à éviter en tant que les gens proches puis qui veulent juste bien faire, mais qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire bien faire, en fait. Oui. Ouais, ben moi je dirais dans les pièges à éviter là, puis ça tout le monde peut écouter parce que vous connaissez quelqu'un avec un trouble alimentaire ou non, je dirais parler de l'apparence en termes de telle personne a pris du poids, t'as perdu du poids, ça te fait bien, tout ça là. On met ça dans Gros une petite X. boîte, on ferme. Ouais, on jette la clé. OK. Ouais, parfait. Puis même chose pour ce qu'on mange, c'est de dire tu sais, t'as mangé une petite salade aujourd'hui, c'est super. Ou non, regarde, lui, il a mangé une grosse poutine. Puits sans fond. Ouais, tous ces commentaires-là, ben, vous ne pouvez pas savoir combien de fois en thérapie, tu sais, ça revient, ça revient, puis ça marque beaucoup. Donc, ça fait pas de bien à personne non plus quand on pense à ça, là, mais surtout quand on a un trouble alimentaire. C'est qu'on connaît pas la vulnérabilité des gens ça. Donc, s'abstenir. Ouais. S'abstenir groupe. Ouais. OK. Puis, mais sinon aussi, quand tu vois que quelqu'un a un trouble alimentaire, de pas dire des choses comme « t'as juste à manger ». Tous les commentaires qui minimisent, qui ils disent mais je comprends pas. Mais tu sais, on peut dire je comprends pas d'une façon comme j'aimerais comprendre, mais on peut le dire aussi avec un jugement. Mm-hmm. Donc c'est de vraiment suspendre le jugement par rapport à ce que ça peut représenter d'avoir un trouble alimentaire. Ouais, c'est ça, c'est l'empathie en général, être en mesure de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre puis de comprendre que. Puis c'est ça, tu sais, comme même si on peut pas comprendre l'autre parce que, tu sais, c'est complexe, puis peut-être qu'on n'a pas les connaissances nécessaires pour bien comprendre, mais au moins écouter l'autre et le croire. Tu sais, croire, OK, quand tu me dis que tu passes tes journées à obséder sur tes calories, puis que ça, c'est en train d'affecter ton fonctionnement, mais je te crois que c'est vraiment difficile. Je te dis pas juste... t'as juste à tasser ça. À penser à d'autres choses. Ouais. Ouais, mais ça, c'est un ménage qui doit être fait dans notre entourage en général par rapport à tous nos problèmes. C'est quelqu'un qui fait t'as juste à pas faire ça. T'es comme, merci beaucoup, tu m'aides énormément. Ouais. J'ai pas pensé. Ah non, c'est ça. T'as raison, je devrais arrêter de faire la chose qui me rend malheureux. Mais je trouve ça génial que ANEB propose d'éduquer les proches aussi des gens qui souffrent d'un trouble alimentaire parce que c'est des gens qui nous suivent toute la journée puis qui peuvent avoir une grande influence sur ces comportements-là. Puis d'ailleurs, on va mettre tous les liens dont on discute aujourd'hui. Anneb, est-ce qu'il y a d'autres ressources comme ça qui te viennent en tête que nos auditeurs pourraient visiter? Nous, on a aussi un site web. Donc, si on regarde Douglas, vous allez le mettre. Mais on a aussi un site web qui décrit un peu nos services. On peut voir de quoi a l'air notre unité interne. On a quelques petites images. Puis, on est quand même une petite maison. C'est beaucoup plus chaleureux. Qu'un grand hôpital. Puis, je trouve que des fois, quand nos patients regardent qu'est-ce que c'est, ça peut aussi... enlever un peu certaines craintes qui peuvent être là par rapport à consulter. Mm-hmm. Est-ce que c'est sur le campus de Douglas? Oui. Où est-ce qu'il y a plein de petites... on a une petite maison. C'est beau! C'est super beau, ça. On est juste à côté du fleuve. On est bien là. Il y a des grands arbres. C'est tellement beau, ce coin. Merci énormément pour cet épisode-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais ça fait longtemps qu'on se fait demander de faire un épisode sur le trouble alimentaire. Ça fait longtemps qu'on veut en faire un. Et on n'aurait pas pu en faire un meilleur, je pense. Écoute, merci tellement. Là, je pourrais te jaser encore pendant 2 heures. Là, sérieusement, j'ai trouvé ça hyper fluide de discuter avec toi aujourd'hui. C'était très chouette. Fait que merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait grand plaisir.